Bonjour messieurs, Christian Cotten et Jean-François Harel. Vous êtes respectivement socio-psychologue ou psychosociologue et psychothérapeute infréquentable. Et Jean-François Harel, vous êtes engagé dans l'éveil de l'humanité et beaucoup d'autres choses. Voilà, nous allons donc consacrer cette émission aux attaques contre la pseudo-fausse dissidence ou opposition contrôlée et contrôlée ou que sais-je. Et donc, nous allons parler de la table des 7, n'est-ce pas, messieurs? Jean-François Harel qui boit un coup et qui prend son élan avant cette émission consacrée à un sujet brûlant, qui est cette fameuse mystérieuse table des 700. Avant de vous laisser la parole à tous, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, je vais faire une petite dédicace à un certain Panamza, Hicham Hamza, de son vrai nom. Voilà, je le salue ici, qui dit à qui veut bien l'entendre sur sa chaîne, que je vais présenter ici, donc que je serai soi-disant franc-maçonne. Donc je suis très, très, ravie de découvrir que je suis franc-maçonne, peut-être la nuit quand je dors, peut-être suis funambule. Je suis quand même la mieux placée pour savoir que je n'ai jamais été franc-maçonne. Je ne suis pas franc-maçonne, je n'appartiens à aucune loge, je n'aurai même pas le temps de faire des planches, car je crois que quand on est dans la franc-maçonnerie, il faut travailler un petit peu. Donc on apprend des choses sur ces fausses accusations d'opposition contrôlée, donc je pense que certains font leur beurre, c'est leur fond de commerce, ce sujet-là, mais ça s'appelle une carabistouille ou une baliverne. Voilà, donc il avait dit au départ, il y a 2 ans, que moi et d'autres, comme à la table, nous étions des sionistes. Alors ça, c'est assez hilarant également et j'espère que vous allez rectifier cette fausse information ou fake news. Voilà, donc je ferme ce chapitre et je vais laisser la parole à mes 2 invités, qui sont tout en beauté et en verve et qui vont nous raconter comment ils ont monté cette horrible, mystérieuse et opaque table des 700. Voilà, je sens que vous êtes de bonne humeur et prêts à me parler de cette table. Alors, je présente la table des 700 avec ces horribles personnes, à la fois sectaires et certainement opposition contrôlée. Voilà, ils sont là. Ils sont venus, ils sont tous là et elle ne va pas mourir, la mama. Je vous laisse vous présenter d'abord l'un après l'autre. Qui veut prendre la parole en premier? Je vous remercie. Jean-François me donne un grand coup de coude. Alors, je rebondis à propos de Panenza parce que j'ai beaucoup de compassion pour ce garçon parce que d'un côté, il fait, pour un certain nombre de dossiers, il fait plutôt du bon travail, et d'un autre côté, il est paranoïaque. Alors, c'est très triste, ça me rend triste parce qu'il raconte effectivement de grosses conneries sur un certain nombre de personnes, dont toi, dont moi, de manière complètement stupide. Enfin, je veux dire, c'est juste du bac -15 de quelqu'un qui a perdu ses logiciels de traitement d'information et qui a un trou dans le cerveau, quoi. Alors, oui, et ce qui est dommage d'ailleurs, on va faire une parenthèse, c'est que s'il fait du bon travail par ailleurs, ça décrédibilise l'ensemble de son travail. Donc, il faut faire attention. et c'est dommage parce que je veux dire, on se rejoint les uns et les autres dans une forme d'opposition au sionisme et ils nous crachent dessus. Enfin, c'est complètement débile. Bref, voilà. Je ferme cette parenthèse-là, mais en même temps, je suis en train d'ouvrir sur le sujet que tu abordes là, de cette histoire d'un. Là, du coup, c'est bien pire que Panenza parce que l'individu qui nous crache dessus là, au travers de différentes vidéos, je ne sais même pas comment il s'appelle et je ne veux même pas savoir son nom. Je ne me rappelle même plus de sa tête. Je l'ai vu 2 ou 3 fois, mais je ne veux même plus savoir la tête qu'il a. On est dans un mélange de paranoïa et puis de problématiques de déficit intellectuel majeur. Peut-être une recherche du buzz aussi à tout prix? Oui, évidemment. Alors, en fait, ce qui se produit là, avec cette histoire-là, Jean-François développera certainement un peu, enfin forcément différemment. Ce qui se produit, c'est qu'à un certain moment, on a des individus qui ont besoin d'exister, qui veulent exister sur Internet, qui veulent
avoir des vues sur des chaînes vidéo qui n'ont aucun intérêt par ailleurs. Et la seule façon qu'ils trouvent, qu'ils découvrent, qu'ils inventent pour exister sur Internet, c'est d'aller déverser des seaux de vomi sur des gens déjà identifiés par ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ciblent des individus divers et variés qui ont une petite ou une grande notoriété, peu importe, pour peu qu'ils en aient une, et qu'ils soient un peu visibles. Et puis, il leur envoie des seaux de vomi dans la figure. En se disant, bon, ça me fera connaître moi parce que je dénonce des méchants. Exactement. Et vous, c'est ce qui vous arrive depuis des années, puisque finalement, depuis des années, vous faites soi-disant partie de cette table des 700, d'ailleurs, qui est derrière vous. Hein, je crois que c'est celle qui est derrière vous qu'on voit à l'image. Je ne sais pas si on peut mettre 700 personnes à la table qui est derrière vous. Je me posais la question. Ouais. Non, en plus, cette histoire-là est particulièrement débile. Il y en a d'autres, hein, beaucoup d'autres, mais celle-là est particulièrement débile parce que ça n'existe pas, tout simplement, table 700. Au départ de cette histoire-là, c'est un simple groupe sur. Alors, ça, oui, alors, prenons cette photo. Prenons cette photo, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle a été prise, d'ailleurs, pas très loin de chez moi, pas très loin du Père-Lachaise, dans une salle de réunion où nous étions, je crois, je ne sais pas, Jean-François, une bonne cinquantaine. Ah non, une bonne centaine, non. Une centaine. Ah oui, dans l'autre salle. Dans l'autre salle, la salle à côté de celle-ci. Des gilets jaunes, c'était quand, quelle année cette histoire 2022, non 21. À peine, et c'était organisé par Christophe Prévost, qui n'était pas présent, mais quelqu'un est venu dans son nom pour présenter son mouvement 577. Donc ça n'a rien à voir. Moi, j'ai une amie qui m'a appelé, viens, il y a un truc intéressant, et je ne connaissais personne qui était présent, y compris sur la photo. Alors, moi, je connaissais quelques personnes sur cette photo-là, effectivement. Le monsieur qui est à côté de moi, qui s'appelle Erwan. Je connaissais celui qui est juste en dessous, donc j'oublie le nom à l'instant. C'est Sylvain. C'est Sylvain. Je connaissais Yves Chouard, qui est un petit peu plus loin à côté de Morad El Attab, que je connaissais aussi. Gérard Camberlin. Toi, Jean-François, à l'époque, on ne se connaissait pas. Je connaissais aussi Abdel Zahiri. Et puis Jean-Noël Mendy. Alors, je dis je les connaissais, à moins que je les ai rencontrés après, mais non, je crois que je les connaissais déjà à l'époque. Et puis, je connaissais quelques autres personnes qui étaient dans la salle. Mais dans ma vie, j'ai rencontré un certain nombre de gros cons, des petits cons, des gros cons, des sales cons. J'ai rencontré des salopards. Et c'est pas pour autant que c'est des potes. Des ordures, des salauds, des salopes aussi, des fils de pute. J'en ai rencontré un paquet. Peut-être même qu'il m'est arrivé d'être pris en photo avec eux. Bien sûr. Voilà. Et c'est pas pour ça que je couche avec eux, punaise. Waouh, il faut se calmer à un moment. C'est terrifiant ce genre d'histoire. C'est terrifiant et en même temps, moi j'éprouve de la compassion pour les gens qui n'ont rien d'autre à faire que de ce genre de stupidité radicale qui consiste à dire on va mettre ensemble, on va prendre une photo, enfin on a pris un jour une photo d'un paquet de gens qui se connaissent plus ou moins, qui se croisent dans des manifestations, dans des réunions, des colloques, des conférences, etc. etc. Et puis on va dire que ce sont des méchants pas beaux, en expliquant qu'un tel, il a fait ça tel jour, un tel, il a fait ça tel jour, un tel, il a fait ça tel jour. Et donc, ce sont tous des vilains. On est dans la débilité la plus totale, là. On est dans la débilité. Alors, évidemment, moi, je vais vous montrer après quelques extraits de la vidéo de Vox Gallica, donc, que j'ai dû subir, on va dire, qui est un ramassis de dénigrement et un gloubi-boulga sans la moindre preuve. On pourra peut-être commenter ensemble, puisque cet homme vous accuse d'appartenir à des sectes et de dérives sectaires, finalement. Jean-François, oui, bien sûr. Juste d'abord, en introduction, je voudrais dire que la meilleure réponse au sujet abordé, c'est le silence. Déjà.
Bon, après, on a dit, allez, on va donner un point de vue. Et la première chose, c'est que ces gens-là honorent Michel Audiard qui nous a laissé que les cons, ça ose tout. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc déjà, c'est quand même énorme. Et on s'adresse plutôt à tous ceux qui les suivent, soit qui y croient, soit qui n'y croient pas, mais plutôt qu'aux auteurs, parce que Pierre Desproges nous a prévenu quand même que parler à des cons, c'est comme se masturber avec une râpe à gruyère, ça fait très mal et ça sert à rien. Donc nous, on est là juste pour remettre les choses en ordre par rapport à tout ce qui se passe et que nous avons une preuve de plus que tous ceux qui sont dans la vérité, dans la lumière, dans le factuel et dans l'avenir de l'humanité libérée de tout ça, sont accusés donc de sectes, de crimes, de mensonges par ceux qui le font toute la journée. C'est quand on élargit toute cette analyse sur tout ce que nous vivons aujourd'hui, ceux qui mentent et qui nous manipulent nous accusent, nous, d'être des complotistes, un mot qui a été mis en place après l'assassinat de John Kennedy et qui s'est généralisé. Et en fait, complotiste, c'est avant-gardiste de la vérité, tout simplement. Donc, c'est un compliment. Donc, oui. J'ai une question toute simple, en fait. D'où vient ce serpent de mer qui s'appelle la table des 700? Vous pouvez nous raconter la genèse de cette appellation, la table des 700, d'où ça vient, par qui, pourquoi, etc. Je commence en racontant des choses de manière partielle parce que toi, tu pourras compléter. Il y a quelques années de ça, en arrière, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Gérard Camberlin, avec qui j'ai eu quelques interactions pendant quelques mois, plus depuis d'ailleurs, pour différentes raisons. Et ce garçon, à l'époque, avait créé un groupe sur Facebook qu'il avait appelé Table 700. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je crois que Jean-François, lui, le sait, pourquoi il a appelé ça de cette manière-là, dans le but de réunir des résistants de droite, de gauche, du milieu, du sud de la France, du nord, d'Alsace et de Bretagne. Il n'y avait rien de bien méchant dans cette histoire. Et puis, il m'a mis dans ce groupe. Il a mis aussi Morad El Hattab à l'époque. Des résistants à la crise sanitaire ou c'était les Gilets jaunes, c'était avant le Covid? C'est les deux. C'est-à-dire que ça a démarré avec les Gilets jaunes et puis ça s'est étendu après avec l'histoire du Covid. Cette histoire-là doit dater de 2019, je pense. 18 peut-être, 19 en tout cas, et puis il y a le Covid qui est arrivé. Mais point, enfin, je veux dire, ça s'est juste arrêté là. Peut-être Jean-François pourra apporter d'autres précisions. Pourquoi 700 d'ailleurs? Il pense y avoir 700 personnes, tout simplement. Excuse-moi Stéphanie, pardon, je ne t'ai pas entendu. Je dis pourquoi 700? Ils pensaient réunir 700 personnes environ ou ça vient d'autre chose, 700? Tu peux expliquer ça? L'idée de base que j'ai découverte par mes propres recherches, en fait, c'est faire un parallèle avec les Templiers et Jacques de Molay, avant d'être brûlé, qui a condamné tous ceux qui ont éliminé les Templiers à 700 ans de condamnation, ce qui a été suivi dans l'année où il a été brûlé, à ce que le roi de France et le pape sont décédés. Donc en fait, c'est juste un parallèle, on va dire symbolique, avec la condamnation de Jacques de Molay par rapport à table 700. C'est l'expression plutôt de Gérard Camberlin qui dit tout le temps mettons-nous à table pour, en toute transparence, comme il dit, avec une feuille de vigne devant la bite. Mais ce n'était pas templier, ça. Et il a fait un parallèle avec 700 qu'il a dû apprendre de son côté d'une autre manière par d'autres personnes. C'est comme les photos qu'on voit avec plusieurs personnes, dont Jacques Camberlin, avec Roger Mire, qui tiennent la main sur une épée plantée dans la terre. Ce qui n'est pas expliqué, c'est que comme Roger Mire est un maître d'armes, c'est son métier. Il est formateur et il a des élèves qui font les championnats de France d'épée. Donc, c'est juste comme si c'était on va dire un rituel symbolique par rapport à la notion d'utiliser des armes qui est totalement détourné, comme si c'était une secte.
pour faire le parallèle avec le mot secte, en décembre 2023, une députée a demandé à l'Assemblée nationale pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas la méditation à l'école, et la réponse qui lui a été donnée, je ne sais plus par qui, ben, la réponse était que la méditation est une secte. Ça va jusque-là. Donc, ils n'ont pas de limite pour disqualifier tous ceux qui sont dans l'évolution de la conscience de chaque être humain, avec la méditation que font les moines bouddhistes. A priori, ce n'est pas une secte, etc., etc. Donc, c'est pour pouvoir, c'est la pollution permanente de notre compréhension pour que tous ceux qui n'ont pas bien compris et qui sont centrés dans la vérité soient totalement éparpillés, et tant qu'ils ont des doutes, ils alimentent et ils nourrissent tous ceux qui veulent détruire la pleine conscience avec un P majuscule et un C majuscule. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-François, depuis 99, ça remonte donc à 26 ans maintenant, si je compte bien. À l'époque, j'avais contrarié un certain nombre de gangsters d'État sur différents dossiers. Je m'en suis expliqué dans des vidéos précédentes que l'on trouve sur ma chaîne YouTube, qui remonte à loin, où je raconte un peu ma vie. J'avais contrarié un certain nombre de gangsters d'État, notamment du côté des petits comptes Bercy, comme je les appelle, notamment du côté du ministère de la Santé à l'époque, de Kouchner, relativement au vaccin hépatite B. Et comme j'avais contrarié un certain nombre de gangsters d'État sur des dossiers assez lourdingues, je dois dire, y compris dans tous ces dossiers, celui de l'ordre du Temple solaire, par exemple, je me suis retrouvé en 99, ou plus exactement le nom de ma société, qui s'appelait à l'époque Stratégique, qui était une société de formation, qui travaillait entre autres pour l'État et entre autres pour des laboratoires pharmaceutiques. J'ai retrouvé le nom de ma société qualifié de filiale de la scientologie. Ce qui était une histoire assez croustillante, puisque je n'ai jamais été scientologue, je ne le suis pas, et je ne le serai jamais. J'ai expliqué un jour à des scientologues, parce que j'ai fini par en rencontrer quelques-uns pour savoir un petit peu de quoi ils retournaient, je leur ai expliqué un jour que j'estimais que le rapport entre la scientologie et la spiritualité était assez équivalent au rapport entre McDonald's et la haute gastronomie française. Ça ne leur a pas fait plaisir ce jour-là, mais c'est quand même ce que je pense, parce que la scientologie, c'est de la spiritualité à la sauce américaine, avec des méthodes de marketing américaines et avec une forme d'intégrisme manche à balai dans le cul qui est d'une totale banalité. Et en même temps, c'est une église comme une autre. Enfin, je veux dire par là que toutes les églises sont des sectes. Quand on regarde l'église catholique et romaine, on a quantité d'obédience, de monastères, comment appelle-t-on cela, de groupes divers et variés au sein de l'église catholique, qui chacune d'entre elles est une secte, qui se bat en général avec les autres, de manière parfois très violente d'ailleurs. C'est quoi la différence entre l'église catholique et romaine, un groupe de méditation bouddhiste ou hindouiste, et puis une église maçonnique? Il faudrait qu'on m'explique la différence parce que moi, je n'ai toujours pas compris. Donc, en fait, l'accusation de secte, c'est quoi? C'est quelque chose qui sert à dénigrer tous les gens qui travaillent dans l'éveil de la conscience et dans l'expansion de la conscience. Donc, oui, d'ailleurs, monsieur de Vox Gallica… quoi. Enfin, ouais. C'est-à-dire que vous prenez la liberté de conscience et on sent bien que cet homme-là de la chaîne Vox Gallica, il apparente ça à une dérive sectaire finalement.
Ben oui, mais enfin, c'est lui qui est dans la dérive, c'est pas nous. C'est lui qui est dans la dérive, c'est pas nous. Je veux dire, c'est quelqu'un qui. Enfin, il faut expliquer quelque chose, Stéphanie. Je l'explique dès que j'en ai l'occasion. L'histoire de la chasse aux sectes, ça a commencé de manière visible en 85 avec un premier rapport officiel qui a été signé par un certain Alain Vivien, qui devait être sénateur, je crois, ou député, peu importe. Ce rapport de 85 a été jeté aux orties par François Mitterrand à l'époque pour une raison très simple, c'est que François Mitterrand soignait son cancer de la prostate grâce à des compléments alimentaires fabriqués par un certain monsieur Beljanski. Lorsque François Mitterrand est mort, le lendemain, le laboratoire de Beljanski a été l'objet d'une descente de plusieurs camions de gendarmerie. Le laboratoire a été fermé et Beljanski en est mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les grands laboratoires pharmaceutiques, les gangsters, sorciers, empoisonneurs de l'industrie pharmaceutique, qui se sont dévoilés depuis les années 2020, 21, 22, avec les faux vaccins, vrais poissons. Les gangsters de l'industrie pharmaceutique ont compris dans les années 70 puis 80 que tous les mouvements de recherche spirituelle qui sont nés et se sont développés dans les années 70. Les mouvements authentiques, sincères. Les mouvements sincères, divers et variés, avec des gens qui sont allés se promener au Népal, s'exploser la tête avec du chanvre indien et faire des expériences d'expansion de conscience diverses et variées. Et puis qui sont revenus en France ouvrir moi j'appelle des monastères, c'est-à-dire des communautés de recherche spirituelle extrêmement diverses, fondées tantôt sur le yoga, tantôt sur les méditations tibétaines, tantôt sur le taoïsme, que sais-je encore, peu m'importe, ou voire encore le chamanisme amérindien. Il y a eu dans les années 70 toute une floraison de petits groupes, parfois de grands groupes. Moi, je parle souvent d'agences de voyage, des petites agences de voyage de quartier, le groupe de yoga et de méditation du coin de ma rue, et puis des grosses organisations, genre précisément la Scientologie, ou encore les Raéliens, ou encore les Moonistes, avec évidemment dans tous ces groupes-là des pathologies. Parce que dès qu'il y a un groupe, il y a pathologie. Le premier groupe dans lequel il y a pathologie, c'est la famille. On ne va pas revenir sur le sujet, mais enfin, les pathologies familiales, en commençant par les histoires d'inceste ou tout simplement de conflits de couple, c'est énorme. Et dès qu'il y a groupe, il y a pathologie, forcément. Et on s'est servi des pathologies de ces groupes pour les discréditer, parce que derrière cela, l'industrie a parfaitement compris que la clientèle de ces minorités spirituelles, c'était aussi la clientèle des médecines féminines, que moi j'appelle médecine féminine pour de très bonnes raisons que j'explique depuis longtemps, on ne va pas revenir là-dessus maintenant. Elles sont douces, les médecines douces. Médecine douce, médecine alternative, médecine complémentaire, qui sont des médecines de prévention et d'accompagnement de la convalescence. L'homéopathie en est un exemple, mais ce n'est pas le seul. La comme la médecine ayurvédique qui a plus de 5000 ans. Hein. Par exemple. Ouais. Et la médecine chinoise, même chose. Et la grosse industrie pharmaceutique a compris qu'il y avait là un danger énorme. Ce sont des gens de l'industrie pharmaceutique qui m'ont expliqué ça. Hein. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce n'est pas dans l'interprétation. C'est des clients que j'avais dans l'industrie pharmaceutique, chez les gangsters. J'ai gagné ma vie avec eux pendant des années. Il faut être lucide. Il faut être honnête, jusqu'au jour où j'ai compris où j'étais et ce que j'étais en train de faire qui ne m'a pas convenu et j'ai changé mon fusil d'épaule de manière radicale. Mais ces gens-là ont compris qu'il y avait un danger. Et donc, ils ont lancé la chasse aux sectes par l'intermédiaire des loges maçonniques et de certains groupes de l'Église catholique. Parce que le marché de la spiritualité, c'est un business. Ce sont des livres, de l'édition, des colloques, des locations de salles, que sais-je encore. C'est un business. Et la France, depuis 2 siècles,
ces deux églises, la maçonnerie et l'Église catholique, qui se bouffent le nez, qui se bataillent, qui s'assassinent, qui se critiquent, mais qui tiennent le marché. Et les nouvelles sectes, nouvelles minorités spirituelles, nouveaux monastères, nouvelles communautés qui arrivent dans les années 70, alerte rouge. Donc on leur tire dessus. Et comme en plus, ça met en danger la grosse industrie pharmaceutique, bah, on paye des députés pour faire des rapports parlementaires pourris de chez pourri.com. Bon, et c'est comme ça que je me retrouve, moi, prétendument scientologue en 99, dans le rapport parlementaire Les sectes et l'argent, où ma société de formation est ciblée, bah, tout simplement parce que j'avais emmerdé le monde. Et donc, forcément, j'ai eu un retour de chariot. Enfin, c'est banal, hein, on est dans des histoires très, très banales. Mais il faut bien comprendre cette histoire-là, cette articulation entre l'émergence de minorités spirituelles dans les années 70 puis 80, et puis la chasse aux sectes. Mitterrand a refusé le premier rapport parce qu'il se faisait soigner par des médecins complémentaires. C'est ce qui lui a permis de tenir, d'ailleurs, parce que sinon, il serait mort bien avant. Oui, et dans des souffrances plus grandes, peut-être. Certainement, certainement. C'est une affaire de part de marché, finalement. Il y a des parts de marché précieuses à ne pas céder. Bah, évidemment, évidemment. On voit bien aujourd'hui, cette histoire-là devient, enfin, je crois que ce que je raconte là devient évident aujourd'hui. Oui. L'histoire du Covid, enfin du Covid, ouais, tu as raison. Covid. On est dans une histoire génocidaire, là. Il faut être lucide, hein. Il faut être très très lucide. On est dans une guerre qui est la guerre de certaines élites contre le reste des peuples de la Terre. Il va bien falloir qu'on se réveille à un moment. C'est pour ça que les petits cons là, qui nous crachent dessus, j'ai juste envie de leur dire, 1, je les merde. 2, je prie pour eux tous les jours pour le salut de leur âme et l'allègement de leur karma, parce que le jour où ils vont quitter la planète, ils vont s'en prendre plein la figure. C'est leur problème, c'est pas le mien. Le boomerang va revenir très vite. Qu'ils mettent leur énergie ailleurs, ce serait constructif en fait. Oui. Oui, Jean-François, pardon, Jean-François. Par nos pensées, nos paroles et nos actions, nous alimentons quoi? Donc tout est dedans, nous ne sommes qu'énergie. Donc, comme disait, je crois que c'est Staline, calomnier, 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 il en restera toujours quelque chose. Et ces gens-là n'existent que parce qu'ils choisissent leur camp de dire, bah, nous, on va servir le mal en prétendant être bien. C'est exactement le contraire. Et vous avez une dernière vidéo de Stéphanie Fabigena qui parle de Lucifer et qui explique tout ça par rapport à tout ce que ça veut dire en signification de fausse lumière et de personnes qui prétendent remplacer Dieu, puisque Dieu, c'est la définition imagée d'un état unifié, et on a tous une part en nous. Et le Christ, il ne faut pas l'attendre, parce que c'est à nous de considérer qu'il est déjà en nous, en chacun de nous. Il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas, il y en a qui le considèrent, qui ne le considèrent pas, mais ça n'a rien à voir avec une église ou une croyance. C'est par rapport à un niveau de conscience le plus élevé de qui on est incarné. Alors même s'il y en a plein qui se prennent encore pour des ongles, tous ceux qui ont été bien au-delà sont beaucoup plus conscients, et la puissance du pouvoir de l'amour est invincible face à l'amour du pouvoir en puissance. Jean-François a ce talent poétique de trouver des formules que j'apprécie souvent beaucoup. En voilà une, enfin, en voici une qui vient de nous offrir, qui est intéressante à mémoriser, à retenir. Parce qu'effectivement, si on veut se sortir du merdier gigantesque dans lequel nous sommes en train de nous noyer les uns et les autres, et individuellement et collectivement, il n'y a pas 36 énergies qui vont nous sortir de ça. C'est l'amour en tant qu'antidote à la peur. Tout à fait. Ce qui nous tue, ce qui nous noie complètement, c'est la peur, qui nous immobilise, qui nous rend impuissants, qui nous rend aveugles, qui nous embarque dans le déni, dans la sidération et dans le déni du réel face auquel nous sommes. Et la seule antidote universelle à cela, c'est la puissance de l'amour. Mais évidemment, ce n'est pas toujours facilement accessible à beaucoup. Ce n'est pas facilement accessible. Et un des poisons de l'être humain,
c'est la peur qui conduit à la paranoïa. Et les gens qui nous attaquent en cachant dessus ont tous les traits de la paranoïa, c'est-à-dire cette croyance qui consiste à dire que à chaque instant qui passe, le monde entier conspire à mon malheur. C'est ça la croyance de fond de la paranoïa. Absolument. Le problème auquel on est confronté, c'est qu'une partie de la société est formée à la paranoïa. Je pense très simplement aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, aux agents de sécurité des grands magasins. Tous les gens qui sont dans la sécurité reçoivent une formation qui vise à développer leur paranoïa. Alors, certains ont la lucidité de garder du recul, et puis d'autres tombent dans la pathologie. Sans compter les suicides et les démissions. Sans compter les suicides et les démissions, absolument. C'est difficile de gérer tout ça, c'est difficile à comprendre déjà, et puis c'est difficile à gérer parce qu'on a besoin de gens qui soient capables de dire attention, là il y a des gangsters qui vont faire des grosses conneries. On a besoin aussi de gens orientés sur la sécurité et qui vont avoir pour obsession d'imaginer en permanence le pire. Mais le problème, c'est que les gens qui sont formés à imaginer le pire pour des raisons, pour de bonnes raisons, alimentent le pire. Alimentent le pire. Tu as tout à fait raison, tout à fait. Comment est-ce qu'on se sort de ça? On se sort de ça par l'amour, comme antidote de la peur. Et donc, l'égrégore, par la conscience de tout ça, augmente tous les jours, à chaque instant qui vient, par de plus en plus d'êtres humains, même s'ils ne se téléphonent pas toute la journée, et qui augmente en conscience, et rien ni personne ne peut l'arrêter. Et on vit une mutation énergétique dans toutes les dimensions en ce moment. Il y a ceux qui sont prêts, qui ouvrent la voie. Il y a ceux qui commencent à comprendre, qui suivent et qui prennent le courant, comme un énorme fleuve qui est en train de grossir tous les jours. Et la source, tout va bien, et ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Tout à fait OK avec ce que dit Jean-François. Moi, je reste fondamentalement très optimiste. D'abord, c'est mon métier d'être optimiste. C'est mon métier au sens où j'accompagne des gens qui vont mal depuis des années, en thérapie individuelle ou en thérapie collective. J'accompagne des gens qui sont dans la souffrance. Donc, mon métier, c'est de les orienter vers un futur de lumière et pas vers un futur de merde. Donc, déjà, c'est ça, c'est la base. Et puis, mon tempérament naturel ou pas naturel, j'en sais rien, peut-être que c'est le résultat d'un travail intérieur aussi de plusieurs décennies, me conduit à créer du futur attrayant, attirant. Et en ce moment même, j'ai parfaitement conscience que nous sommes dans une merde noire. Il sort des paquets et des paquets et des paquets de vomissures, l'apocalypse, des égouts tous les jours. C'est ce que d'aucuns vont appeler, ce sur quoi d'aucuns vont mettre le mot d'apocalypse, même si moi, c'est voir tout ce qu'on ne voyait pas. Oui, de ce point de vue-là, oui, on dévoile les choses. Effectivement, les égouts sont pleins et débordent, mais en même temps, waouh, quel bonheur d'être en vie à cette extraordinaire époque, parce que transition. Nous sommes dans une période de changement de paradigme. De changement de paradigme, nous sommes dans une période de transition. Alors, combien de temps ça va prendre? J'en sais rien, mais ça ne peut pas ne pas changer. C'est-à-dire que il est inéluctable que, sur le plan politique, par exemple, nous arrivions à un changement de régime politique. C'est inéluctable, c'est historique. Enfin, il suffit de regarder l'histoire, les périodes les plus sombres finissent toujours par se terminer, même si elles ne sont jamais complètement terminées. On a tous compris, enfin, on est nombreux à avoir compris que, contrairement à ce qu'on croyait, si les Allemands ont bien perdu la guerre, les nazis l'ont gagnée et ils sont toujours là. Mais ils ne sont plus là de la même manière qu'en 40 ou 45. Il va falloir reprendre la chasse, ça c'est très clair, mais on va forcément y arriver. On va forcément y arriver parce que… Et tous les égouts qui sortent, on est obligé de passer par là par rapport à la masse des êtres humains qui ont été totalement formatés.
et il faut passer par des choses, entre guillemets, aussi violentes et aussi flagrantes dans tous les domaines pour que tout d'un coup, sur un sujet, ils contribuent à se réveiller, y compris les personnes vaccinées qui aujourd'hui se réveillent et prennent conscience par leur propre médecin que c'est du poison qu'on leur a mis dedans. C'est pas les médias qui vont leur apprendre, que ce soit les médias indépendants ou autres, c'est que tout d'un coup, c'est leur propre médecin qui leur dit 4 ans après, désolé, mais non, j'ai contribué à vous mettre du poison dans le corps. J'ai eu un témoignage il y a 48 heures de quelqu'un avec toute la famille vaccinée et qui racontait à quelqu'un d'autre qu'effectivement, c'est son médecin qui lui a appris tout ça. Donc, c'est plutôt vaccinateur, parce qu'en général, il n'assume pas, hein, il préfère mettre la poussière sous le tapis. Oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de réveils. Donc, c'est le médecin qui a vacciné qui présente ses excuses à ses patients de leur avoir injecté sans le savoir, en croyant le système à l'époque, que c'est du poison, etc. Donc, quand c'est un patient qui le raconte il y a 24 heures, en direct au téléphone, je ne peux pas l'inventer. C'est un témoignage direct. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « oui, je crois ce qu'on a raconté dans les médias indépendants ». Non, 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 non. Et là, on a appris qu'il y a le Japon récemment et encore plus récemment la Hollande qui ont dit hey, « stop, là, ça suffit, on a été manipulés ». Etc. Donc, ça commence à sortir au plus haut niveau en termes de conscience, quel que soit le pays, quel que soit le gouvernement, à un moment ou à un autre, là, tout est en train de sortir pour ouvrir la voie d'une manière encore plus large à la prise de conscience d'un changement de paradigme complet et irréversible dans la joie, la paix et l'harmonie. Je voudrais que vous ayez un droit de réponse aussi à ce Vox Gallica qui dit à un moment donné dans sa vidéo ce petit groupuscule voudrait prendre le pouvoir à la place du groupuscule qui est actuellement au pouvoir et qui nous fait tout ce mal. Il vous reproche finalement de vouloir être calife à la place du calife et pour finalement peut-être être pas meilleur que le calife actuellement en place. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? C'est exactement, on en revient à ce que je disais en introduction, ils nous accusent de ce qu'ils font, sauf qu'il y a de plus en plus d'êtres éveillés qui ne veulent pas prendre le pouvoir pour eux-mêmes, mais ouvrir la voie et servir et non se servir. Donc, ça change tout comme état d'esprit. On ne va pas attendre que tout le monde soit d'accord et ait compris. Quand quelqu'un est en train de se noyer, vous négociez pendant combien de temps avec lui pour le convaincre que quand vous lui tendez la main, c'est pour lui sauver la vie? Non, vous lui prenez la main sans qu'il vous pose de questions, vous le sortez de l'eau et après, vous lui expliquez. Et là, ils nous disent, non, non, on va les manipuler. Non, 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 non. On va tous les sortir de l'eau par rapport à un travail qui est en cours de construction par d'autres personnes qui ont bien compris la situation. C'est pas simple. Et je vous le donnerai un peu en conclusion tout à l'heure. L'idée, c'est de prendre le destin en main et d'ouvrir une voie de gestion de l'État, non pas pour juste prendre du pognon et se faire une belle carrière, mais pour servir l'être humain, où on est tous frères et sœurs en main, mais pas que dans les mots, mais dans les actes à chaque instant présent. Est-ce que vous avez déjà été l'un et l'autre approchés par la franc-maçonnerie? Ça aussi. 15 fois dans la vie, oui, bien sûr. J'en ai même qui me disaient « Ah, mais toi, tu es un frère sans tablier, parce que patin, tout fin, ce que tu racontes, tu mériterais d'être parmi nous, etc. » J'ai des potes francs-maçons, mais ils ne sont pas pires que des cathos de chez catho.com. Ils ne savent pas où ils sont. Ils sont perdus, de toute façon, ils sont tous perdus, d'un côté comme de l'autre. Enfin, ces deux églises-là passent leur temps à se cracher dessus. Moi, j'ai des potes de chaque côté, je m'entends très bien avec un paquet de chrétiens, je dialogue avec Jésus-Christ tous les matins, toutes les nuits, je n'ai pas de problème. Oublie pas le i quand tu dis chrétien. Quoi? Quand tu dis chrétien, oublie pas le i. Non, je n'oublie pas le i. mais j'ai aussi des potes francs-maçons avec qui je m'entends, tout en sachant que chez eux, il y a un certain nombre de gangsters et de criminels, mais il y en a autant du côté de l'Église catholique et romaine. Et ailleurs aussi. Bétaram, c'est pas beaucoup mieux que les histoires de rituels maçonniques où on assassine des petits-enfants. Enfin, c'est peut-être un petit peu moins violent, mais… Donc, vous avez refusé à chaque fois d'y entrer? Attends, pour répondre à ta question, un ami initié, en fait, m'a expliqué que à un moment, on va dire, de bonne foi, dans l'ignorance totale, tout d'un coup, tu as envie de jouer aux boules.
Bon, alors soit tu as un copain qui dit ouais, viens, il y a un club à côté, soit tu trouves un club à côté et tu trouves le club qui s'appelle les Joyeux Boulistes. Donc tu y vas, tu t'inscris, tu payes ta cotisation et tu vas jouer aux boules tous les dimanches ou les samedis tranquillement, tu fais des rencontres et tout. Et tout d'un coup, au bout de 4 ans, dans ce club où il y a une centaine de membres, il y a dans le journal local et qui ensuite passe au national, il y a 3 personnes qui sont dénoncées pour crimes horribles, que ce soit financier, que ce soit de la drogue, que ce soit le trafic d'enfants ou trafic, etc. Enfin, l'horreur totale. Et ils sont membres du club des Joyeux Boulistes. Est-ce que les 97 autres membres du club des Joyeux Boulistes, dont soi-même, deviennent complices de ces 3 criminels? Le problème, il est là. Il y a quelqu'un qui est mauvais, c'est pas pour autant que tous les autres membres du club, quelle que soit l'association, le club ou même l'entreprise, sont totalement tous complices en conscience de tout ça. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont appris que lui, tiens, il a des activités bizarres, ou etc. Mais c'est pas pour autant qu'il est complice. Or, aujourd'hui, tout est fait pour, y compris pour toi qui est une frangine, soi-disant, c'est à un moment ou à un autre, il m'a expliqué qu'il y a plus de 350 000 frangins qui sont plus actifs pour à peu près autant qui sont actifs. Mais on va dire, il y en a 80% qui sont, on va dire, engagés sincèrement, et puis 20% qui sont là-haut, dans les hauts grades soi-disant, là, et qui sont les horreurs totales. Et il m'a expliqué que, par exemple, il y en a 40% qui rentrent et qui, eux, sont vraiment dans la spiritualité, la symbolique, la recherche. Il y a les autres 40% qui, eux, sont là que pour le réseau et comment ça s'appelle, la quête personnelle, l'intérêt, le réseau et le pognon. Et puis, il y en a 20%, c'est ni l'un ni l'autre. Eux, ils sont vraiment dans la quête intérieure de compréhension. Le problème, c'est que les 100% se revendiquent de faire partie des 20%. Or, il y en a qui sont initiés, ils se prennent pour Dieu, et puis les autres, ils sont là que pour le pognon. Alors qu'en fait, apparemment, ce qu'il m'a expliqué, c'est que ça n'a absolument rien à voir. Donc, il y a des gens de bonne foi partout, quel que soit l'endroit, frangin ou pas frangin. Et il m'a justement dit, pour finir, qu'il y a plus de frangins sans tablier que de vrais frangins avec un tablier. C'est le cas de Christian, n'est-ce pas? Pour être très clair, Stéphanie, moi je suis un caractériel de l'indépendantisme. La seule secte à laquelle j'appartiens, c'est la secte des indépendantistes. Et nous sommes relativement nombreux sur la planète. Ah, t'es une secte à toi tout seul? Et je suis une secte à moi tout seul. Et ça me va très très bien comme ça. Je n'appartiens à aucun groupe. À moi-même. Je navigue dans quantité de groupes diverses et variés. Je fréquente quantité de gens extrêmement différents les uns des autres et je joue en permanence en matière de politique le rôle d'agent double, d'agent triple, quadruple. C'est ma culture, c'est comme ça. Pourquoi je dis ça? En tant que thérapeute, si je veux communiquer avec les fous, il faut que je sois fou à 90%. Et si je veux communiquer avec les gangsters, il faut que je sois gangster à 90%. Ce n'est pas toujours agréable. Mais c'est le métier. Parce que mon métier, c'est d'apaiser des souffrances. Qui souffre le plus? Les gangsters et les fous. C'est le réel, j'y peux rien. Enfin, c'est l'être humain. L'être humain est une erreur de laboratoire, comme je dis souvent. Enfin, ça m'amuse et ça ne m'amuse pas, mais ça ressemble à ça. Enfin, il y a eu un bricolage génétique qui s'est fait à un moment avec des gros bugs, quoi. Et cette espèce humaine est complètement tarée, enfin, par rapport aux bonobos. Est-ce qu'on a conscience de la différence? Enfin, je veux dire, bien sûr qu'on on est capable d'inventer des fusées et des bombes atomiques et des ordinateurs, mais au prix de quelle souffrance, au prix de quelle violence, au prix de quelle maladie mentale. Et aujourd'hui, on est véritablement dans une période où les maladies mentales explosent de partout, quoi. Il va falloir se calmer un peu. Et Neil Donald Walsh l'explique très bien dans son 7e livre. Les 6 premiers, c'est Conversation avec Dieu, et le 7e, c'est Retour à Dieu. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois dans des situations complètement différentes.
la question quand quelqu'un vous agresse, vous parle mal ou autre, quelles que soient les circonstances, c'est de lui dire calmement qu'est-ce que ce mal qui est en toi et qui te fait croire que me blesser va le guérir. Et la personne reste totalement figée, pantoise, elle n'a plus rien à répondre parce que vous avez mis juste le doigt là où chez lui ça fait mal. Et ce que vous, on va dire, même à l'insu de votre plein gré, votre honnêteté, votre sincérité, le dérange. Et on en revient au CLIM et au SSADP. Le fameux. Christian, explique quand même, parce que ça va être… Ah oui, bon allez, très rapidement, aujourd'hui, pour faire référence à ce que vient de dire Christian, les CLIM, c'est les cupides, lâches, insuffisants, menteurs, manipulateurs. Et tout cela veulent éliminer les SSADP, qui sont pires que les fichiers S. C'est ceux qui sont fichés SSADP, sincères, souverains, authentiques, déterminés, persévérants. Jusqu'à présent, les CLIM veulent éliminer les SSADP, alors que dans le monde en transition et dans le monde de demain, c'est que les SSADP qui vont mettre hors d'état de nuire gentiment les CLIM pour dire, voilà, nous, on va apporter le fait qu'on soit tous dans la paix, dans la joie et l'harmonie, et non pas pour servir uniquement le pognon et le pouvoir, et donc de ceux qui sont en place et qui veulent aujourd'hui juste dominer les autres qui ne sont que des consommateurs. Oui, vous me l'aviez déjà dit, cet acronyme, comme on dit. Alors, Christian, une autre question. Il est 12h33. Oui, je on a bientôt fini. Alors, juste, certains disent, oui, attention, les avocats de Christian Cotten sont de vilains royalistes qui appartiennent à l'ordre des Templiers et je ne sais encore à quelle autre secte. Oui, écoute, c'est sûr que mes deux avocats avec lesquels je travaille en ce moment de manière intensive, avec une plainte contre X, qui n'est pas X d'ailleurs, mais qui est Jean-Michel, les deux avocats avec lesquels je travaille, ce sont deux foudingues, mais que j'apprécie beaucoup, Philippe Fortabal-Abattu et Fabrizio Nucera. Alors, c'est vrai qu'ils sont tous les deux de culture catholique de chez catholique, et ils sont tous les deux de culture plutôt royaliste. Mais j'en ai rien à foutre. Enfin, je veux dire par là que je travaille avec eux parce qu'ils sont avocats et qu'ils osent faire ce que je leur demande de faire. Quelle que soit leur motivation personnelle, après tout. Je n'en ai pas d'autre. Enfin, je veux dire, des avocats qui osent, aujourd'hui, moi je les cherche. Hein. Le métier d'avocat, c'est un métier de prisonnier, comme le métier de médecin. Ce sont des gens qui sont à l'intérieur d'un système qui leur dit ce qu'ils ont le droit de faire ou pas le droit de faire. Des corporations qui sont rigides. Philippe Fortabal-Abattu, il est certes inscrit au barreau de Paris, mais il est surtout inscrit en Espagne. Et puis Fabrizio Nucera, il est inscrit lui aussi en Espagne d'ailleurs, et à Rome et à Turin. Parce que ça leur donne de la liberté, tout simplement. Parce que si j'avais travaillé juste avec un avocat inscrit au barreau de Paris, j'étais tranquille. L'avocat inscrit au barreau de Paris, travaillant avec moi, avec la plainte que j'ai déposée au mois de décembre contre Jean-Michel pour une dizaine, 9 motifs aujourd'hui, l'avocat, il était rayé du barreau dans les 3 mois. Hein. Là, Philippe, il se protège parce qu'il est inscrit en Espagne. Et donc, le rayé de Paris ne servirait à rien. Et en Espagne, ça se passe un peu différemment. En Italie aussi. Donc voilà, alors qu'on m'emmerde parce que je travaille avec des avocats royalistes, j'en ai strictement rien à faire. Moi, je suis de culture antimilitariste. J'ai été élevé dans une culture plutôt communiste. Je suis un sale gauchiste. Sauf que les gauchistes aujourd'hui sont les meilleurs totalitaristes fachos que l'on ait connus depuis 50 ans, mais ça c'est un peu un autre sujet, donc que l'on m'emmerde pas parce que je travaille avec des gens qui ont des étiquettes diverses et variées, ça c'est complètement stupide. D'autant plus que l'avocat n'est pas censé épouser la cause de son client et vice-versa. Exactement. Voilà, c'est quand même un principe de base. Je vais vous laisser l'un et l'autre conclure. D'abord François et pour terminer Christian. Oui, alors juste un texte rapidement avant Christian, ça s'appelle Satan dehors, mais ça s'écrit CCDIA, plus loin TEND, plus loin d'apostrophe EUX, plus loin HORS. Satan
dehors. Quand tous leurs mensonges sont flagrants, par tous ces pleutres serviles exubérants, même tous les moutons lobotomisés commencent à se réveiller bien sidérés. L'humanité de cette supercherie mondiale, programmée depuis leur manipulation faciale, active l'apocalypse salutaire pour l'humanité afin de changer de paradigme en toute sérénité. S'étant auto-confié comme totalitaire, notre contrôle d'une main de fer, sans aucune considération humaine, il ne provoque partout que de la haine. Cette minorité qui veut tout dominer ne sait pas qu'ils ont tous le dos miné par une vraie humanité inexistante et l'appât du gain jusqu'aux plantes. Leurs cupides complices pervers et ambitieux les servent sans regarder la graisse des essieux contaminés par fais comme ça ou dehors. Alors chacun se plie pour garder son confort. Ceux qui veulent détruire nos vies avec des mensonges jusqu'aux petits seront eux-mêmes détruits assurément par la vérité qui monte au firmament. Nous savons qu'ils savent, que nous savons qu'ils savent qu'ils ont déjà bien tous perdu avec la vérité qui présente son salut. Leur protocole de Toronto explique tout, c'est publiquement partageable partout. Alors à chacun de prendre conscience de son libre arbitre plein d'efficience. Cette salutaire transition va être incontestable, même si un ogre à l'agonie est incontrôlable, car seule la puissance du pouvoir de l'amour est invincible face à l'amour, est invincible face aux avatars en fin de séjour. Gratitude infinie à la source amour, force éternelle de tout ce qui est à jour, à tout le temps, tout de suite, dans tous les cas, pour accomplir dans l'union la vérité à chaque pas. Voilà, madame. Merci. C'est puissant. Merci. La puissance de l'amour, qui est une énergie qu'on ne peut contenir. Qui est illimitée et exponentielle. Mais ça, faire comprendre ça à beaucoup de gens, on a encore un peu de travail. On a encore un peu de travail. Mais je reste optimiste. Merci, grand merci à toi, Stéphanie. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis, Jean-François a conclu très bien avec sa poésie, que je connais déjà depuis un bon moment et que j'apprécie. Bon, j'ai tout dit. Donc, grand merci à toi et puis à la prochaine. Un grand merci et miséricorde à ceux qui se nourrissent de ces énergies un peu négatives. Nous sommes dans l'amour, la dissidence, la vraie. À notre manière, nous sommes des êtres imparfaits. Nous faisons au mieux et effectivement avec amour. Parce que nous tous, on ne veut pas leur mort. Désolé, on veut juste pas la nôtre. On a le droit encore ou pas? Oui. Un grand merci, messieurs. Je vous embrasse.